Bienvenue donc tous au troisième séminaire où on va passer de Heidegger à Jaspers. Alors, comme titre provisoire, je dirais, pour ce séminaire, je dirais Karl Jaspers, l'ombre transcendantale de Nietzsche. Et s'il fallait que je commence avec un épigraphe, je crois que je choisirais cette petite phrase que Karl Jaspers avait dit en 1941, si je ne me trompe pas, oui, c'est en 41. C'était dans une section de son livre Rechenschaft und Ausblick, qui a été publié en 51, mais tout de même, c'était un peu une rétrospective sur sa vie, où il dit « Mon Nietzsche devait être une introduction au bouleversement de la pensée, d'où doit jaillir la manière de philosopher existentielle. » Bon, c'est une traduction, mais c'est important que ce soit une manière de philosopher qui est existentielle. Mon Nietzsche devait être une introduction au bouleversement de la pensée, d'où doit jaillir la manière de philosopher existentielle. Alors, si pour Heidegger, on retrouvait d'une manière un peu schématique une certaine unité, une certaine vérité, une certaine systématicité dans l'œuvre de Nietzsche, c'est tout le contraire qu'on retrouve chez Karl Jaspers dans son livre publié en 1936 sur Nietzsche. On retrouve une diversité et des contradictions permanentes et partout dans cette œuvre de Nietzsche. Premièrement, on retrouve une certaine ambiguïté profonde sur la question de la vérité et sur la vérité même de la pensée de Nietzsche, un thème central qui, chez Jaspers, ira vers cette notion des limites de nos connaissances, de nos savoirs, de ce qu'on peut savoir, de la vérité. Et troisièmement, des formes d'incohérence profondes qui nous poussent au-delà, donc au-delà de la philosophie de Nietzsche, au-delà de cette matière première qui serait les écrits, les aphorismes, le contenu de ce que Nietzsche avait dit, au-delà vers la transcendance, vers la foi, vers une certaine manière de philosopher d'une manière existentielle. Alors, pour Jaspers, l'interprétation de Nietzsche devient, premièrement, une pratique. Il faut être engagé, c'est une pratique de soi, vraiment, de faire de la philosophie, de lire ces textes, d'essayer de compréhender Nietzsche. C'est une pratique qui, deuxièmement, doit être passionnée, parce que c'est vraiment la passion de Nietzsche qui dirige d'une certaine manière notre propre lecture et nos propres engagements avec cette œuvre. Une pratique passionnée, conflictuelle, troisièmement, conflictuelle, contradictoire, qui est pleine de contradictions, et ces contradictions seront motiveurs, ce seront les engins, vraiment, le moteur de la manière de penser que Jaspers retrouve chez Nietzsche, mais que Jaspers nous propose lui-même. Quatrièmement, donc, une pratique passionnée, conflictuelle, contradictoire, qui nous confronte à là où les limites
de notre compréhension de notre monde. Cinquièmement, qui nous pousse au-delà, donc, une fois qu'on est confronté à ces limites, vers une certaine transcendance et qui, finalement, qui constitue, qui forme, qui modèle une manière d'exister, une manière de vivre, qui représente l'existentialisme de Jaspers, l'existentialisme comme une vie philosophique avec, pour Jaspers, des éléments de transcendance qui sont en fait des éléments de spiritualité. Oui. Comment pousser le lectorat à la limite de la compréhension du monde? Comment ça, je ne comprends pas bien le basculement vers la transcendance. Ok, parce qu'il y a deux choix vraiment quand on est confronté à cette limite. Ou bien on devient, ce que Jaspers nous dit ça, ou bien on devient nihiliste et on rejette ce monde, ou bien on essaye de le transcender. Okay? Et c'est cette seconde mission que Jaspers embrasse et qu'on va retrouver dans ce texte. Okay? Donc, pour Karl Jaspers, Nietzsche, sa vie, ses combats à lui, ses passions, ses luttes et ses luttes psychologiques et sociaux sont la matière première, la plus importante, même presque plus, même que le contenu des contradictions. Okay? Et j'expliquerai ce qui semble paradoxal en fait. Mais c'est vraiment l'effort, cet agonisme envers la pensée et la philosophie chez Nietzsche qui représente ce qui est le plus important dans son œuvre. Enfin, et c'est pas dans son œuvre, c'est dans son philosophé, en fait, n'est-ce pas? Parce que Nietzsche nous montre un mode de vie et un mode d'existence qui peut nous inspirer vers une certaine existence plus significative, remplie de sens, une existence avec sens. Alors, bien sûr, il faut bien comprendre qu'il y a un aspect spirituel dans cette proposition de Jaspers et qu'elle se fonde dans le concept de la transcendance qui a un élément spirituel pour Jaspers. Ce qui fait que dans ce texte, nous faisons vraiment face à un mode de vie qui, en partie, se fonde sur une diagnose presque psychiatrique, et la psychologie et la psychiatrie est très importante pour Jaspers, on le verra, mais presque une diagnose de Nietzsche et de son propre état, en fait, et sa propre manière de philosopher, comme un état, presque un état mental. Et c'est précisément sur ces fondements que Nietzsche devient admirable pour sa manière philosophique de vivre, pour son philosopher, n'est-ce pas, un terme un peu qui roule pas bien sur la langue, de faire de la philosophie, to philosophize en anglais. Donc, c'est son philosopher, c'est son philosophierens qui est tellement important et non pas simplement sa philosophie, si vous comprenez. Et dans ce sens-là, le titre français
et américains qui ont été donnés à cette œuvre de Jaspers de 1936 est tout à fait déficiente. Okay? Parce que vraiment, le titre de ce livre n'est pas une introduction à sa philosophie. Donc, ce livre de Jaspers qui est traduit en 1950 en français et qui reste traduite sous ce nom, en fait, c'est un nom qui ne représente pas du tout ce qu'on retrouve dans ce livre. En fait, c'est à contre-cœur du livre lui-même. Parce que ce n'est pas une introduction à sa philosophie, c'est une introduction à sa manière de philosopher. Alors, en allemand, c'est Nietzsche, c'est Einführung, donc introduction, in das Verständnis, donc à la compréhension, introduction à la compréhension seines Philosophierens, n'est-ce pas? Donc, si on devait traduire ça littéralement, ce serait introduction à la compréhension de son philosopher, n'est-ce pas? Ou de sa manière de philosopher, ok? De sa manière de faire de la philosophie, sa manière de vivre la philosophie. En fait, si on traduit introduction à sa philosophie en allemand, ce serait Einführung in Jaspers Philosophie, n'est-ce pas? Mais il y a une énorme différence ici entre le concept de philosophie et le concept de philosopher. Et donc, ce qu'on a ici c'est assez dommage que ça ait été traduit comme ça, parce que ça donne l'impression que ce livre est un, que sais-je, quoi. Ça donne l'impression que ce livre est un manuel pour, pour des étudiants qui veulent simplement comprendre ce que Nietzsche a dit, right? Ça a cette manière de présenter ce texte comme s'il était simplement, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, mais un manuel, oui, un manuel d'introduction pour les étudiants. Mais en fait, le mot introduction, bien sûr, pose problème même en allemand, mais c'est vraiment une théorie existentielle sur la manière de faire de la philosophie qui nous présente dans ce texte. En partie, je pense, dans les années 50, ça a aidé au marketing du livre, de l'appeler Introduction à sa philosophie, parce que en fait, c'est comme ça que ça se vend. Mais aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'on rétablisse le sens et la signification. Bon, alors, rapidement, pour donner un premier aperçu de la lecture de Jaspers que je vous propose, on pourrait regarder quelques passages. Et Elsa a partagé, je crois, le PDF. Il est en ligne de toute façon. Si vous l'avez tous peut-être. Il est numéroté, la pagination est différente de ce volume. Donc, c'est un peu confusing, mais je vais vous citer les pages dans ce volume qui ne sont pas les mêmes que le PDF. Donc, le PDF est manipulé d'une manière... Le PDF est correct, mais la pagination est différente. Alors, rapidement, donc, je vous avais proposé un schéma en 3, là, donc en contraste avec Heidegger. Premièrement, diversité et contradiction.
Alors, on peut rapidement regarder à la page 194, et peut-être ce que je vais vous faire, c'est si quelqu'un, si vous les, est-ce que vous l'avez le PDF devant vous? Oui. Je peux demander à quelqu'un de faire des recherches rapides de quelques mots pour trouver le passage, si ça vous intéresse. Donc, on va commencer à la page 194 et disons, si vous pouvez retrouver des contradictions nécessaires. Des contradictions nécessaires. C'est dans la section qui s'appelle la vérité. Ça devrait être vers 194. 167? OK. Dans cette pensée, c'est le paragraphe qui commence dans cette pensée. Donc, alors, premièrement, donc, diversité et contradiction. Dans cette pensée, Jaspers écrit, il est en train de parler de véracité et existence, qui en appelle à la vie la plus élevée, réapparaissent des contradictions nécessaires. Okay? Ainsi, les contradictions qui posent d'une part comme condition de vie la volonté de vérité, conçue comme quelque chose qui subsiste et doit être trouvé, et d'autre part rejettent cette volonté parce qu'elle met obstacle à la vie, les contradictions deviennent translucides. Alors, donc on fait face immédiatement à des contradictions qui ont affaire avec cette question de la volonté de vérité. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici en plus bas de la page? La même contradiction apparente entre les affirmations de Nietzsche apparaît lorsque la croyance en un mode qui dans le fond est déjà tel qu'il devrait être, est d'une part rejetée comme signe de l'impuissance de la vie, d'autre part postulée comme nécessité pour la vie créatrice. Donc on voit, et c'est vraiment à travers ce texte, qu'il est toujours en train d'essayer de trouver les contradictions qui se présentent dans l'œuvre. C'est presque un nécessaire pour lui, c'est presque une enquête nécessaire de faire ça. Dans la section qui suit, à la page 195, dans les exposés polyvalents, c'est les exposés polyvalents de Nietzsche. L'éclairement psychologique des relations de fait et l'appel existentiel pour s'élever à la vérité vivante se compénètrent jusqu'à former un cercle qui ne peut être dénoué, où ni la vérité, ni la vie comme l'autre de la vérité ne subsistent pour soi. Donc on a ce sens que les contradictions sont telles qu'on se retrouve dans des cercles qui ne peuvent pas être dénoués, des conflits qui se tournent l'une sur l'autre et qui finalement nous poussent éventuellement vers cette idée de limite. Et donc on retrouve dans la section qui suit, donc à la page 199 du livre La conscience de la limite, n'est-ce pas? La conscience de la limite, l'idée de l'universelle phénoménalité de la vérité donne naissance à une connaissance de l'être qui, par trois démarches, se ferme sur elle-même en cercle. C'est cette idée qu'il y a tellement de contradictions que ça forme des cercles qui nous amènent à la limite et finalement nous enterrent dans des abîmes. Et donc, c'est comme ça que la section se termine. C'est juste dans le paragraphe avant, la volonté passionnée et illimitée de vérité, en bas de la page 203 du texte. C'est pourquoi, au fond, et c'est donc où ces contradictions et ces cercles fermés nous amènent, c'est pourquoi, au fond, de toute mise en question réapparaît chez Nietzsche une volonté de vérité qui, bien qu'indéterminée, est non seulement continuellement, mais encore passionnément présente. La lutte de Nietzsche pour la vérité présuppose toujours, comme quelque chose d'évident, cette vérité, pour toujours la ramener à un abîme.
Okay? Donc, c'est ce travail de contradiction qui, et les ambiguïtés, par exemple, sur les notions de volonté de vérité qui nous amènent toujours aux limites de la compréhension. Okay? Donc, deuxièmement, ambiguïté qui nous amène donc aux limites. On pourrait prendre un passage à la page 232, donc 30 pages plus tard, qui commencerait, c'est la section qui commence « Rien n'est vrai, virgule, tout est permis ». Dans le livre, c'est à la page 232, 184 dans le PDF. Merci. OK. Alors, juste le paragraphe avant est très utile. Et on va revenir sur cette question de la relation entre la vérité et la mort. OK, c'est une section, si vous retrouvez la vérité dernière et la mort. 198, merci. Donc, ce paragraphe-là, au milieu de ce paragraphe, commençons là, par exemple. Est-ce que l'homme veut la mort pour autant qu'elle est la vérité, ou ne veut-il s'éloigner de celle-ci que pour autant qu'elle est la non-vérité? L'abyssale ambiguïté de la mort dans la vérité et de la vérité dans la mort ne peut, chez Nietzsche, être éclairée. N'est-ce pas? Donc, cette contradiction ne peut pas être éclairée. Right? Et donc, Jaspers continue, si dans le monde, c'est dans la section qui suit, si dans le monde toute vérité déterminée est contestable, et si par un substitut de la vérité naît la vérité, alors l'assertion qui paraît nier toute vérité doit nécessairement être possible. Cette proposition, souvent répétée par Nietzsche, est à la considérer pour elle-même incompréhensible. Okay? Donc c'est du travail c'est du travail d'essayer à la fois de retrouver les contradictions, d'essayer de les résoudre, de ne pas arriver à les résoudre, mais dans cet élan de se trouver face à une certaine incompréhensibilité, il faut recontinuer à travailler. On retrouve ça juste après, c'est incompréhensible, donc il faut continuer, il faut réessayer à trouver le sens dans ces déterminations pour finalement s'engager dans un mouvement philosophique qui lui-même représente ce qu'il y a d'important dans le mode de vie de philosopher. Okay? Donc, où se terminent ces questionnements? Ça ne peut pas être éclairé, c'est incompréhensible, on continue. Où est-ce qu'on finit finalement cette section sur la vérité? Dernier paragraphe de la section sur la vérité, dernier paragraphe du deuxième chapitre. Si nous accomplissons explicitement les mouvements dialectiques où la vérité n'atteint son but nulle part, parce que jamais elle ne devient possession, mais finalement se nie plutôt elle-même, nous sommes réduits à l'accomplissement de notre propre existence historiquement présente. Nous nous apercevons, par la connaissance de ce mouvement, que nous n'avons pas la vérité. Il écrit, c'est seulement si nous faisons continuellement nos preuves dans ce mouvement, right? Dans ce mouvement de trouver les contradictions, d'essayer de les résoudre, de ne pas arriver à les résoudre, mais de continuer ce mouvement dialectique, c'est seulement si nous faisons continuellement nos preuves dans ce mouvement que nous évitons l'illusion de justifier
et de rejeter selon le caprice toute chose par cette pensée dialectique lorsque nous utilisons irréflexiblement les formules isolées et isolantes de Nietzsche comme des assertions massues. Donc c'est le mouvement qui compte finalement, et de ne pas utiliser les différents textes, les différents aphorismes qui se contredisent comme des assertions massues, comme des bâtons qui tapent sur la tête, n'est-ce pas? Donc, deuxièmement, c'est cette ambiguïté qui nous porte vers les limites dans un mouvement qui, le mouvement lui-même, devient ce qu'il y a de plus important. Troisièmement, donc, cet élément de transcendance, on peut la retrouver partout dans ce texte, mais regardons 5 petits passages. Alors, premièrement, dans le livre, page 434, section qui commence bon, il sera facile de trouver ça avec rejette la foi en Dieu. Rejette la foi en Dieu. On est à la fin du texte. 373. C'est un paragraphe qui commence « Tout cela indique que Nietzsche », oui? OK, all right. Bon, alors là, très clairement, on retrouve ce mouvement, n'est-ce pas, dans ce paragraphe, ce mouvement et ce déplacement qui va sortir en fait des contradictions. Jaspers écrit « Tout cela indique que Nietzsche, qui, lorsqu'il rejette la foi en Dieu, et produit les formes de remplacement du pur en deçà, ne veut pas transcender, ne cesse pas en fait de tendre à ce mouvement. Okay. C'est ce mouvement qui est important, c'est cet acte, 2 paragraphes plus loin, c'est l'acte de dépassement de Nietzsche, okay, qui est pour Jaspers tellement important. On retrouve ça très bien, par exemple, dans les 2 derniers paragraphes du texte, enfin, dans les 2 paragraphes derniers pénultimes du texte, page 460-461, si vous allez à la fin du texte. Mais personne ne peut accomplir une telle appropriation, il dit. Bon, enfin, juste avant, un passage qui sera important pour Foucault, que Foucault reprendra, du reste, c'est seulement à mesure que nous nous approchons de Nietzsche à partir de notre substance qui peut nous parler sans être incompris. Ce que Nietzsche est authentiquement ne peut être finalement décidé que par ce que les autres lui apportent. Mais personne ne peut accomplir une telle appropriation, n'est-ce pas? Philosopher, donc c'est le paragraphe pénultime, philosopher avec Nietzsche signifie s'affirmer continuellement contre lui. Dans le feu de sa pensée, notre authentique existence éprouvée par l'honnêteté illimitée et le danger des mises en question de Nietzsche peut se purifier jusqu'à s'intérioriser son propre être-soi. Et on va retrouver dans les passages qui suivent cette notion de transcendance. Cet être-soi ne peut être connu que comme ce qui ne saurait disparaître dans quelque existence, objectivité et subjectivité que ce soit, mais seulement dans la transcendance, à quoi Nietzsche ne conduit pas directement, dont il veut plutôt libérer. Mais le sérieux avec lequel Nietzsche s'est dévoué à sa tâche, bien qu'il ait rejeté la transcendance, lui, Nietzsche, nous montre comme un symbole involontaire et une image jusqu'à quelle profondeur Nietzsche fut consommé par elle. Donc, c'était pas le trajet finalement de Nietzsche, mais c'est le nôtre. Et c'est où on se trouve à la fin de travailler Nietzsche. Okay, c'est ce mouvement de transcendance qui anime, du reste,
donc tout le texte. On peut retrouver, par exemple, à la fin au début du deuxième livre, juste avant le premier chapitre, on retrouve cette même notion de transcendance. C'est dans un passage qui se termine il éveille des forces qui animent l'attitude intérieure. C'est à la page 126 du texte. C'est quelle page ça? 108? Ok. Donc 108, c'est la fin, juste avant le premier chapitre. Si on regarde un peu les deux derniers paragraphes, là. Il est de l'essence de ce qui se révèle en Nietzsche de ne pouvoir apparaître qu'à celui qui produit en lui-même les mêmes pensées. En fait, ensuite, bon, ça devient une contradiction au milieu du paragraphe, parce que les lecteurs sont différents et donc ils ont des réactions différentes au texte. Si notre saisie est animée par les impulsions que Nietzsche lui-même a connues, les pensées négatives ont une action plus pleine que les affirmations positives qui, dans leur fausse rationalité, ressemblent facilement à des causes où il n'y a rien. Inversement, les affirmations positives peuvent peut-être captiver un instant lorsqu'on réussit à les saisir symboliquement, à les prendre comme signes, tandis que les affirmations négatives peuvent ennuyer si en elles, il ne paraît y avoir ni image et pensée créatrice, ni symbole. Donc, on se retrouve dans ce conflit entre pensée négative, pensée positive, négatives qui ont des fausses rationalités, positives qui peuvent être ennuyantes. Et il écrit, à la différence des grandes philosophies de l'Antiquité, Nietzsche agit plus véritablement par ses négations que par ses affirmations. Le terme de l'impulsion première qui l'anime, à la véritable essence de laquelle aucun lecteur sérieux ne peut se dérober, n'apparaît pas au jour. Nietzsche ouvre l'espace, il détruit les horizons qui limitent, il n'accomplit pas comme Kant une critique qui pose des limites, mais il apprend à mettre en question, il sature de possibilités, il éveille des forces qui animent l'attitude intérieure. Ok? Et c'est ça, c'est cette idée d'éveiller les forces qui animent l'attitude intérieure et qui nous poussent possiblement à dépasser les contradictions. On est toujours dans ce texte en train de dépasser les contradictions, par exemple les contradictions en ce qui concerne le concept de surhumain. Toute la discussion sur l'homme, le chapitre premier qui se termine donc sur ce dépassement, cette transcendance, dernier paragraphe, après qu'il ait approfondi tout le conflit dans la pensée sur le surhomme, par exemple, page 172 du livre, c'est le passage juste avant le deuxième chapitre sur la vérité. Donc, le paragraphe commence, il est clair que par l'honnête mise en question continuelle de toutes les positions, ça devrait être 147, ok, merci. 147 du PDF. Il est clair que par l'honnête mise en question continuelle de toutes les positions, Nietzsche transcende cet effort abstrait d'élévation constitué par l'idée de surhomme. Il le dépasse de la même façon que la pensée de Dieu. Ok? Donc, lui-même
dans ce contexte-là, il le dépasse, mais c'est ce mouvement que le travail de Nietzsche nous inspire à faire, qui représente ce qu'il y a pour Jaspers de plus important dans ce travail. Dernier petit passage pour situer un peu tout ceci. C'est un passage à la page 450 qui commence si quelqu'un voulait finalement entendre dans une seule maxime, c'est la page 450, c'est quelle page ça? Pardon? 385, ouais, là, ça doit être ça. Ok, merci. Alors, donc ici, on est un peu, il essaye de tout clarifier, disons, ok? Il essaye de résumer un peu son livre. Si quelqu'un voulait finalement entendre dans une seule maxime ce que Nietzsche est véritablement, il faudrait lui dire la chose suivante. C'est le commencement de toute non-vérité de prendre et de vouloir entendre des décisions définitivement exprimables là où il s'agit de l'être même. Alors, là, on peut vraiment voir la distinction avec Heidegger, right? Heidegger n'avait pas commencé vraiment ses cours sur Nietzsche, donc il serait difficile de dire que c'était une critique qui visait Heidegger, mais c'est une critique qui anticipait Heidegger. Je répète, c'est le commencement de toute non-vérité de prendre et de vouloir entendre des décisions définitivement exprimables là où il s'agit de l'être même. Ce n'est que dans le monde qu'est possible une décision et que se rencontre la condition nécessaire d'une action pleine de sens. Cette conscience de l'être s'éclaire par la communication avec les penseurs originels et par là, par un mouvement de pensée qui ne trouve nulle part tranquillité et subsistance. Et ce qui est important ici, c'est ce mouvement de pensée. Ce qui est ainsi pensé est le médium des certitudes fondamentales où naît ce qu'il y a de déterminé dans le but, l'action, la connaissance présente. Et le dernier paragraphe est un peu un sommaire de ces 3 points. Chez Nietzsche, il y a une philosophie nouvelle qui ne devient pas une totalité intellectuelle complètement méditée. Ce qu'il était et voulait demeure ouvert. Il est comme un début éternel parce que cela se trouve dans la tâche embrassée par lui où l'élément essentiel n'est pas l'œuvre, mais l'homme en devenir. Il y a chez Nietzsche cet aspect incommunicable d'une philosophie que n'existe qu'en lui-même, qui parle sans montrer le chemin, qui est sans être un modèle. Ok. Donc, sur cette interprétation, Nietzsche lui-même demeure ouvert, n'est-ce pas? C'est pas une totalité qui est close. Nietzsche, ou l'œuvre de Nietzsche, devient un devenir, en fait. Il y a chez Nietzsche cet aspect incommunicable d'une philosophie que n'existe qu'en lui-même, qui parle sans montrer le chemin, qui est sans être un modèle. Donc le modèle, finalement, ça ne se trouve pas dans Nietzsche, ça se trouve dans notre expérience de travailler Nietzsche.
Et pour mieux comprendre ça, je crois qu'il faut commencer avec sa méthode, qu'il explique très clairement au début de son livre. Alors, mais avant d'aller à cette discussion qui se trouve au tout début du livre. C'est la section qui commence dans le livre à la page 16. Comment lire Nietzsche? C'est vous? C'est quoi? 16 aussi? Comment lire Nietzsche? Au tout début, oui. Comment comprendre l'œuvre? Oui. Et puis la deuxième section, c'est comment lire Nietzsche. Right? 17? Ok. C'est là où on ira dans une minute. Mais alors, comment est-ce qu'on... Le contraste donc entre Jaspers et Heidegger. On pourrait dire que Heidegger utilisait Nietzsche pour démontrer d'une certaine manière qu'il avait raison, que la question fondamentale de la philosophie, que l'histoire et le trajet de la philosophie, que les grands penseurs de la philosophie, bref, que tout s'alignait sur la question de l'étang de l'être, de, plus clairement, qu'est-ce que d'être une chose existante, humaine, en tant que son être fondamental. Bien sûr, vous vous rappelez, la réponse, d'une certaine manière, nous met sur le chemin de ce concept de souci, de production de l'anxiété, d'être une chose existante, le Sorge chez Heidegger. Alors, le travail, d'une certaine manière, c'était de plier Nietzsche à cette question de l'étang de l'être. Et ça impliquait une certaine sélection sélective des aphorismes de Nietzsche chez Heidegger. Pas tout allait dans ce sens, et donc pas tout n'est gardé dans cette interprétation. Plus, il fallait aussi y avoir des filtres d'interprétation. Quand il y a des passages qui ne peuvent pas être ignorés, donc, et qui posent problème, il faut les réinterpréter d'une certaine manière, du point de vue heideggerien. C'était le plus évident sur le rôle fondamental du devenir et de l'absence de l'être, passage sur lequel on s'est déjà attardé un peu, mais on reviendra plus tard. Je dirais que chez Heidegger, on retrouve une méthode presque juridique d'argumentation, une méthode qui fait le travail, en fait, de créer une argumentation de la manière qu'on le fait en tant que juriste. Et de ce point de vue heideggerien, il y a bien sûr une lecture qui est cohérente et correcte de Nietzsche. Ce que je vous avais proposé au séminaire dernier, c'est qu'il y avait un certain danger à cette manière de procéder, un danger associé à cette interprétation. Et vraiment, le danger, c'était de caler Nietzsche sur la volonté de puissance et le concept de surhomme pour ensuite donner élan à la renaissance de la philosophie par un soi-disant
peuple allemand, plutôt peuple allemand arien peut-être, selon un discours de la défaillance de la philosophie depuis les Grecs et du nihilisme européen contemporain. Donc l'idée, c'était de plier Nietzsche, de retrouver comme thème central volonté de puissance, surhomme, nihilisme, pour ensuite le rendre au service d'une vision politique que je décrivais la semaine dernière comme étant proto ou fasciste, proto-fasciste ou fasciste. Donc une vision politique qu'on retrouve dans ces discours de Heidegger, qui était à la fois nationaliste, dans ce sens d'avoir une certaine conception de ce qu'il pensait être le soi-disant peuple allemand. Il y avait un nationalisme associé à cette idée. C'était aussi assez belliqueux. Dans quelques passages, il y avait une exclusivité. Donc, bien sûr, ce n'était pas tous les Allemands. Et premièrement, d'abord, c'était que les Allemands, mais deuxièmement, ce n'était pas tous les Allemands. Il y avait un antisémitisme, l'application par Heidegger des décrets contre les Juifs. Et bien sûr, toutes les autres formes d'exclusion, homosexualité, Roma, etc. Donc, il y avait une exclusivité à ce nationalisme qui lui donnait un caractère de nationalisme blanc. Et bien sûr, il y avait la participation au parti nazi, qui tous reflétaient un effort, je dirais, de mettre Nietzsche au service d'une vision politique. Donc ça, c'était le danger de cette interprétation. D'autre part, la semaine dernière, j'essayais aussi de montrer qu'il y avait aussi ce côté impotent ou gratté ou manqué ou défectif de cet effort, dans le sens que Heidegger ne se retrouvera pas comme philosophe officiel du parti nazi et se dira aliéné d'une certaine manière, certainement après 1945, quand il résiste aux efforts de dénazification. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il y avait de raté dans cet effort de plier Nietzsche à cette vision politique? Et je dirais que ce sont des éléments dans Nietzsche qui résistent, des aphorismes qui résistent, ou bien des éléments qui poussent dans une direction opposée. Alors, et ce que j'avais essayé de suggérer, que ce n'était pas, bien sûr, les passages anti-germaniques dans Nietzsche qui sont bien évidents. Il y a des forts passages dans Nietzsche qui sont très anti-germaniques et que les nazis essayaient d'éliminer de la publication des archives, qui était une raison du reste que Heidegger s'est éloigné de cette commission des archives. Ce n'était pas ces passages-là, bien sûr, c'était plutôt les passages dans Nietzsche qui rendent Nietzsche indomptable, non maîtrisable d'une certaine manière. Particulièrement des passages dans Nietzsche qui ne se plient pas ou qui ne se plient pas à l'idée d'un chef, d'un leader, d'un Führer. Et donc j'avais essayé d'appeler ça des éléments démocratisants peut-être, bien que Nietzsche n'était pas un démocrate ni Heidegger, mais il y avait ces éléments démocratisants qui voulaient dire qu'on ne se plie pas à un chef. Il y avait aussi ces éléments qui nous rendent tous également sujets à devenir des surhumains dans cette notion nietzschéenne.
Et donc un élément, encore une fois, que Heidegger n'aimait pas l'universalisme, mais c'est quand même un élément d'universalisation possible dans cette idée que nous sommes tous capables de devenir surhumains. Oui. C'est pas vraiment Heidegger qui a dit que fasciste, c'est Nietzsche qui, même à travers un prisme fasciste, n'arrive pas à être conformé à cette. Oui, je dirais que c'est... OK. Alors, ce sont des passages, certainement ce sont des passages dans l'œuvre de Nietzsche qui ne se plient pas bien, OK? Mais je pense qu'au-dessus de, plus haut théoriquement, ou à un niveau plus haut théoriquement, c'était l'idée, ou c'était la manière de philosopher de Heidegger qui mettait la philosophie à un niveau plus important que la politique. En d'autres mots, je crois que c'était, je crois qu'il y avait des éléments dans Nietzsche qui se plient pas à être utilisés par le fascisme, sauf si on les si on les élimine, n'est-ce pas? Ce qui est facile à faire, je veux dire, on peut faire des choix, etc. Mais il y avait quelque chose de plus chez Heidegger qui était le fait que il voulait mettre le national-socialisme au service de la philosophie plutôt que la philosophie au service du national-socialisme. Et alors, mais ça, je pense que c'est une question qui demeure un peu, qu'il faudrait travailler plus, particulièrement aujourd'hui. Particulièrement aujourd'hui que Donald Trump va déclarer son troisième tour présidentiel, apparemment, ce soir, aux États-Unis, mais particulièrement dans notre moment contemporain, c'est d'essayer de comprendre comment comment des pensées ou des structures intellectuelles qui pourraient pencher, plus que pourraient pencher, qui proviennent d'un désir du fascisme, peuvent se can undermine themselves. Le mot en français que je cherche, c'est undermine. Pardon? Miner, je crois, peut-être. Ouais. Peuvent se miner, peut-être. Un peu autodestructeur ou quelque chose. Un élément, d'essayer de trouver dans la pensée fasciste des éléments autodestructeurs. Je trouve que ça c'est important aujourd'hui. C'est ça vraiment que j'ai essayé d'explorer dans la lecture de Heidegger. Mais on ne pourrait, dans ce contexte-là, dans cette lecture-là, on ne pourrait pas trouver quelqu'un de plus... Enfin, oui, on pourra trouver quelqu'un de plus directement antifasciste, et ces batailles qui, on lira en décembre, bataille qui a récupéré Nietzsche explicitement comme antifasciste à la même époque, 37, 36, 37, et qui a développé à travers Acéphale tout un projet de récupérer le Nietzsche antifasciste. Bon, tout de même, dans Jaspers,
je crois qu'on retrouve aussi une opposition directe à ce potentiel fasciste dans Nietzsche, d'une manière un peu différente de bataille. Et on le retrouve précisément à la page 30 de ce texte, 30, un passage qui commence, qui est intitulé « Nietzsche ne veut pas de fidèles ». C'est quelle page dans le PDF, ça? 39? 29, ok. Nietzsche ne veut pas de fidèles. Ouais. Alors, ces passages sont absolument remarquables. Donc, Jaspers commence. Comme les pensées de Nietzsche ne doivent être acceptées ni comme s'imposant d'autorité, ni comme vérité valeur absolument par elles-mêmes, c'est une perversion de devenir son disciple. Il est dans l'essence de la vérité communiquée par lui qu'elle n'est participée que dans l'acte où elle vient de nous-mêmes. Il a cette idée que que l'humanité l'humanité même du maître, c'est à la page suivante, à la page 31, l'humanité même du maître implique de mettre ses étudiants en garde contre lui, n'est-ce pas? Ou elle, n'est-ce pas? Page 31, c'est des passages de Nietzsche. Il faut qu'un maître mette ses disciples en garde contre lui, cela fait partie de son humanité. Éloignez-vous de moi, défendez-vous de Zarathustra. On n'exige pas la foi. Imposer aux autres son type, c'est horrible. Je ne veux pas de fidèles, il dit. J'ai une peur effrayante qu'un jour on me canonise, n'est-ce pas? Okay. Donc, il y a dans ces passages, mais dans cette interprétation de Jaspers, de Nietzsche, une manière de souligner, il est en train de souligner le fait qu'on ne peut pas être nietzschéen, ou bien que Nietzsche ne voulait pas des nietzschéens, que Nietzsche ne voulait pas imposer, et que tout l'effort doit être de ne pas simplement imposer sa volonté, la volonté de Nietzsche, mais que nous-mêmes travaillons sur Nietzsche et que ça soit en nous ce travail, n'est-ce pas? Donc, il me semble que on ne pourrait, c'est vraiment l'autre pôle de la possibilité d'une lecture proto-fasciste ou fasciste de Nietzsche, parce que c'est tout opposé à un rapprochement à n'importe quel principe du chef. Bien sûr, cette notion du principe du chef était une notion clé à l'époque, en 36, 37, le Führer Principle, en anglais le Leader Principle, ou le principe du chef, l'idée, le concept clé du régime nazi qui impliquait l'obligation juridique de suivre les ordres, les mots de Hitler, parce que ces mots avaient valeur de droit, n'est-ce pas? Je dirais qu'on retrouve ici, et donc au début de ce texte, une interprétation qui rend impossible de penser Nietzsche en tant que créer des disciples fidèles ou des gens qui le suivent. Et tous ces passages démontrent
une manière de lire Nietzsche qui pourrait être antifasciste. Tout se concentre, tout se voit dans cette phrase 2 pages plus tard, à la fin, à la dernière phrase de l'introduction, là, qui dit « Notre tâche est de devenir nous-mêmes dans l'appropriation de Nietzsche ». Okay. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que on ne doit pas le suivre, on ne doit pas être fidèle, on doit se trouver soi-même à travers l'exercice de travailler Nietzsche. Donc, notre tâche est de devenir nous-mêmes dans l'appropriation de Nietzsche. Au lieu de succomber à la tentation d'accueillir doctrine et loi dans leur univocité apparente comme quelque chose ayant valeur générale, nous entendons faire apparaître le niveau auquel se situe notre propre être. Au lieu de nous soumettre à ces exigences ou à des propositions simplifiées, il faut par Nietzsche trouver la véritable simplicité du vrai. En d'autres mots, ne pas se soumettre à Nietzsche, mais en travaillant Nietzsche, trouver ce mouvement transcendantal. Il appelle ça ici la véritable simplicité du vrai, mais ce qu'il a en tête, c'est cette notion de mouvement transcendantal et spirituel qui, pour Jaspers, le mène à une certaine... enfin, c'est pas dans ce texte, ce serait dans ces autres textes, mais à une conception un peu unifiée de la vie, disons, spirituelle. OK. Donc, le contraste avec Heidegger est impressionnant. Comment lire Nietzsche? Alors, comment lire Nietzsche? Il nous dit, il nous demande et il nous donne ses indications. Alors ça, c'est donc le passage, je crois que c'est 17 chez vous. Comment lire Nietzsche? Oui, c'était ça. C'était ça? OK, OK. Une dernière chose avant de lire ça, une dernière chose sur la relation entre Jaspers et Heidegger. C'est un petit passage qui provient de la fin de sa psychopathologie, donc un grand livre de Jaspers qui date encore de sa période psychiatrique. J'y viendrai, donc il avait commencé comme docteur, comme psychiatre en psychopathologie pour ensuite devenir philosophe. Mais dans ce travail psychopathologie, il a une certaine critique de Heidegger à propos de l'être et être étant, Sein und Zeit. Et ce qu'il dit, c'est la chose suivante, qui je crois peut servir un peu de conclusion à ce premier peut-être chapitre sur Jaspers. Voilà ce qu'il dit de Heidegger. Malgré la valeur de son exposition concrète, je considère cette tentative en principe comme une mauvaise voie pour la philosophie, car elle conduit ceux qui la suivent non pas à philosopher, mais à connaître une conception totale de l'être de l'homme, de l'étang de l'homme. Cette structure de pensée ne devient pas une aide pour l'existence historiquement concrète de l'individu, mais devient au contraire un autre voile
d'autant plus fatal que c'est précisément avec les phrases qui se rapprochent le plus de l'existence que l'existence réelle risque d'être manquée et de devenir peu sérieuse. Et donc, c'est une bonne manière de terminer un peu ce chapitre parce que, enfin le chapitre de contraste entre Heidegger et Jaspers, parce que il est précisément en train de nous dire que le problème avec l'interprétation de Heidegger, c'est qu'il voulait nous imposer une lecture trop close de Nietzsche comme répondant à la question de l'étant de l'être, plutôt que d'utiliser sa vie et son œuvre comme ce qui pourrait nous aider à philosopher. Okay. Elle conduit, donc la critique, Heidegger conduit ceux qui le suivent non pas à philosopher, mais à connaître une conception totale. Et donc, on retrouve ici exactement vraiment le cœur de ce travail de Jaspers, qui est de comprendre Nietzsche comme mode de philosophie, plutôt que de réponse à la question métaphysique. Oui. C'est ça qui me frappe philosophique, parce que pour moi, c'est le but de toutes les œuvres philosophiques de passer à travers et qu'on ne va pas sans pub à la lettre, s'installer comme une. Ok, alors, premièrement, faut bien dire que ça c'est la lecture de, enfin, ça c'est la lecture que je donne à Jaspers sur Nietzsche. All right? Donc, j'y viendrai, mais je ne trouve pas cette lecture finalement satisfaisante. Mais c'est la lecture, donc c'est ma lecture de la lecture de Jaspers. Mais je dirais que dans votre question, vous assumez que l'effort philosophique de lecture est un effort est une pratique de soi pour développer quelque chose à partir d'une lecture de l'œuvre. Ça, c'est sympathique avec Jaspers, mais premièrement, je ne dirais que ce n'est pas nécessairement la manière dont toute personne approche ou se met en relation avec des textes. Certainement pas tous les philosophes. En d'autres mots, beaucoup de philosophes chercheraient dans Nietzsche, et c'est peut-être ce que Heidegger faisait, cherchait dans Nietzsche non pas quelque chose pour l'enrichir, mais des réponses à des questions aussi. Bon, is that helpful? Ok. Mais je crois qu'on va terminer sur ce thème. Donc, j'y reviendrai. Merci. Ok. Alors, rapidement, comment lire Nietzsche pour Jaspers? Alors, qu'est-ce qu'il essaye de nous montrer? Il nous montre que, en fait, alors quatre choses qu'on retrouve constamment dans l'effort de lire Nietzsche. Premièrement, les contradictions, n'est-ce pas?
ça c'est la page 18, donc ça doit être chez vous vers 20, c'est premièrement, toutes les déclarations de Nietzsche semblent niées par d'autres qui viennent aussi de lui. L'autocontradiction est le trait fondamental de la pensée de Nietzsche, il dit. C'est toujours une appréciation et son opposé. Il semble qu'il y ait sur toute chose deux opinions. OK. Alors, premièrement, contradiction. Deuxièmement, les répétitions. Il dit des répétitions innombrables apparaissent. Et donc, il faut être attentif aux modifications parce qu'il y a des répétitions, mais il y a des modifications. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ce texte de Jaspers d'être répétitif ou l'œuvre de Jaspers d'être répétitif aussi. La répétition peut souvent être utilisée de manière productive. Mais de toute façon, deuxièmement, les répétitions. Troisièmement, en fait, ce qu'on a, c'est une dialectique, il nous dit, une dialectique réelle. Le scandale devant la contradiction et l'impatience créée par les répétitions se rapporte à un même sujet, ce qui nous fait atteindre cette dialectique réelle, grâce à laquelle commence à s'éclairer ce que Nietzsche veut. Okay. Donc, on a, à cause des contradictions, on est amené à faire une certaine dialectique réelle qu'il explique en bas de la page 19. Il dit c'est le résultat d'une intellection pure. Il est plutôt lumière, plus grande portée sur les possibilités de l'existence. Ce n'est pas des questions tellement de logique, c'est des questions en dialectique qui nous posent question sur notre mode d'existence. Quatrièmement, un dépassement. Quatrièmement, page 20, un tout apparaît qui, bien qu'échappant à nos saisies, nous entraîne à travers toutes les phases vers le centre unique substantiel de cette pensée tout entière. Fin de ce paragraphe, cependant, ce n'est qu'à partir de tout qu'on réussit à poser les questions et à saisir les concepts des objets. OK. Alors, face à ces quatre éléments qu'on retrouve constamment chez Nietzsche, nous dit Jaspers, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il nous dit, on peut prendre, il y a deux méthodes possibles, il propose. Une méthode, c'est d'essayer de faire une totalité du travail de Nietzsche, d'essayer de tout comprendre, de créer un système total. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en essayant d'avoir des hiérarchies. Quels livres sont plus importants que les autres? Quels aphorismes sont plus importants que les autres? Quels thèmes sont plus importants que les autres? Donc, de créer un système qui harmoniserait toute la pensée de Nietzsche. Ça, c'est une méthode à prendre. L'autre méthode à prendre, c'est beaucoup plus biographique. Okay? Donc, on sait que Nietzsche était malade et donc on essaye de lire son œuvre à travers la temporalité de sa maladie, n'est-ce pas? Et donc, et à travers la temporalité de sa vie mouvementée. Donc, on lit Naissance de la tragédie, qui est la première œuvre, c'est du 1872, si je ne me trompe pas, comme étant l'œuvre plus philologique, il était situé à l'université, etc. Ensuite, il part de l'université, ensuite, il se retrouve à Turin, il est un voyageur, et on lit ses autres livres, et on mesure un peu ses livres avec son état, et à tout moment, on essaye de savoir quand l'aphorisme ou le passage a été écrit, hein, n'est-ce pas? Donc, deux manières de répondre à ces problèmes de contradiction, répétition, dialectique et dépassement. Et on pourrait essayer de les faire tous les deux. Ils sont pas nécessairement exclusifs, donc on pourrait essayer de les regrouper, de les mettre ensemble. Donc, comme il écrit, les pensées de Nietzsche doivent être situées dans un grand processus qui est en même temps systématique et biographique. Donc, on pourrait utiliser ces deux méthodes. Et qu'est-ce qu'il dit finalement? Eh bien, il nous dit qu'en réalité, ni l'un
ni l'autre des méthodes ne marchent entièrement. En isolation, ils ne marchent pas l'un ou l'autre, mais ensemble, ils ne marchent pas non plus. Okay? Donc, il nous dit, la difficulté, c'est la page 22, la difficulté toujours renaissante vient justement qu'aucune de ces deux voies, considérée isolément, ne peut nous livrer pleinement sa pensée, et que toutes deux ne peuvent être réunies dans un accord sans trouble. Donc, on ne peut pas utiliser l'un ou l'autre, on peut utiliser les deux, mais ça aussi, ça ne va pas marcher. Il en résulte cette inquiétude qui pousse inexorablement en avant, propre à l'étude de Nietzsche. Donc, on va utiliser ces deux méthodes qui ne sont pas satisfaisantes, mais qui vont nous mener, qui vont nous pousser inexorablement en avant, vers le transcendantal, vers l'existentiel. En d'autres mots, page 17, chez vous, ça doit être du 18, 19. Le lecteur doit, par le mot, la proposition, l'affirmation, venir jusqu'aux sources effectives de sa pensée afin de participer à l'impulsion propre qui anime celle-ci. Par le travail, par cette méthode qui n'est pas tout à fait satisfaisante, mais en fait, elle n'est pas satisfaisante à faire ce qu'on pourrait faire avec Nietzsche, mais ce qu'on pourrait faire avec Nietzsche, ça ne l'intéresse pas nécessairement de faire ça, Jaspers, d'essayer de comprendre la totalité, de comprendre un système de Nietzsche. En fait, c'est pas ça finalement qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'employer ces méthodes pour arriver aux sources effectives de sa pensée afin de participer à l'impulsion propre qui anime celle-ci. Il écrit dans le paragraphe suivant, « Son étude n'est fructueuse que si, à un moment quelconque, c'est réaliser ce contact avec le fond. L'état passionnel demandé par Nietzsche n'est pas le but, mais la source. La passion de Nietzsche est la source. C'est maintenant que va commencer le travail du lecteur. C'est maintenant que va c'est maintenant que va commencer le travail du lecteur. N'est-ce pas? Il en résulte donc cette inquiétude qui pousse inexorablement en avant. All right. Je dirais que ce qu'on retrouve donc dans ce livre critiqué par certains pour être des assemblages chaotiques de citations de Nietzsche. Je veux dire, quand vous l'avez lu, j'imagine vous avez trouvé des fois que c'était vraiment citation, 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 deux mots, citation, deux mots, citation, c'est vraiment et c'est des citations qui viennent du début, de la fin, etc. Donc, il y a Walter Kaufmann, par exemple, était très critique de cette œuvre et disait que c'était simplement un assemblage non organisé, vraiment, d'aphorismes, de périodes complètement différentes de Nietzsche, etc. Je crois que c'est une critique qui
n'est pas très charitable, dans le sens que Jaspers est très conscient de ce qu'il est en train de faire. Donc voilà. Mais tout l'effort est presque, ce qui est plus important, c'est mode de philosopher, la manière dont ça nous pousse à nous-mêmes vivre une vie philosophique que de résoudre toutes les questions sur, par exemple, ce qu'est la vérité ou ce qu'est le humain ou le surhumain. Et donc, ce qu'on retrouve, c'est une lecture de Nietzsche comme médium pour notre développement existentiel, où les éléments biographiques de Nietzsche sont importants, nos propres éléments biographiques seraient importants ou seraient essentiels à la lecture, mais en fin de compte, c'est pour notre propre développement philosophico-existentialiste. Bon. Ce qui est important, alors, sections différentes peut-être, mais il faudrait ouvrir toute une porte sur la question du biographique chez Jaspers. Parce que le biographique est très important. On retrouve ça dans la lecture de Jaspers de Nietzsche. Comme vous savez, le livre commence, après cette interlude méthodologique, sur un exposé sur la vie de Nietzsche, un exposé biographique qui dure une centaine de pages, n'est-ce pas? Toute la vie de Nietzsche. Et d'une certaine... Encore une fois, c'est trompeur, dans le sens que ça va très bien pour une introduction à la pensée de Nietzsche. Ça va très bien pour un manuel pour les étudiants, avant de lire Nietzsche, d'avoir un peu sa biographie, n'est-ce pas? Mais en fait, l'utilisation biographique de Nietzsche est essentielle à comprendre à la fois la manière dont Jaspers essaye de comprendre Nietzsche et la manière dont on pourrait comprendre Jaspers. OK? Parce que une des choses que Jaspers avait développées dans son travail sur la psychopathologie, c'était la méthode biographique, en fait. Donc, et je dirais que la biographie de Jaspers est absolument essentielle pour comprendre la lecture de Jaspers de Nietzsche. Parce que Jaspers venait de la psychiatrie. Et il faisait, et la méthode qu'il a développée et qui a été une contribution à la psychothérapie était précisément d'utiliser des éléments biographiques des individus, des patients. OK? Et donc, ces publications antérieures, compliment à son grand traité sur la psychopathologie, étaient des études de cas où il introduisait la biographie des patients
comme manière de comprendre, de diagnostiquer, d'évaluer, de faire la psychothérapie. Donc, ce texte commence avec ce long passage biographique sur Nietzsche, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, je dirais qu'on pourrait lire ça comme une étude psychopathologique ou bien modelée sur la psychopathologie qu'il avait développée pour faire de la philosophie. Oui. Alors, la psychanalyse est tout à fait la même, donc l'aspect biographique est tellement important. Oui. Et je m'interrogeais quelle était la nouveauté alors de Jaspers. Mais il était en train de faire ça en 1913. Et la période. oui, c'était la même période. Ouais, Alors, la différence entre la méthode de Jaspers et la psychanalyse. Ça, c'est un sujet énorme et Jaspers était très critique de la psychanalyse freudienne. OK? Mais ça, on pourrait faire tout un séminaire là-dessus. Donc, je peux te donner des références. Mais c'est important, c'est très important pour pour comprendre la pensée de Jaspers, je dirais. C'est un élément important. Je peux continuer? Question? Non? Oui, OK. Bon, alors, minons un peu cette question de biographie, parce que je dirais que pour comprendre la manière dont Jaspers essaie d'interpréter Nietzsche biographiquement, il faut mettre un miroir sur la biographie de Jaspers lui-même. Comme Foucault, il avait commencé dans le domaine de la psychologie. Et du reste, ça c'est aussi important dans la lecture de Foucault. Il faut savoir, il faut comprendre que Foucault était entraîné en psychologie et en psychopathologie, et qu'il était professeur de psychologie avant de devenir professeur de philosophie. Alors, à l'époque, bien sûr, la psychologie faisait partie de la philosophie. Donc, de la même manière que les études politiques faisaient partie du droit et des études juridiques, la psychologie faisait partie de la philosophie. Merleau-Ponty était prof de psychologie dans le domaine philosophique. Quand il est à la Sorbonne, il est prof de psychologie. Et Foucault aussi, il a commencé son chemin comme prof de psychologie. Il a travaillé dans un labo psychiatrique à Sainte-Anne. Mais Jaspers avait cette même... du reste, non, Jaspers a sa thèse en médecine. Donc, il est entraîné en psychiatrie. Il est d'abord professeur de psychologie à l'université de Heidelberg à partir de 1913, donc à l'âge de 30 ans. C'est dans le domaine de la médecine qu'il avait fait sa thèse et dans le domaine de la psychiatrie en particulier. Il a travaillé dans un hôpital psychiatrique. Il allait être clinicien, mais il se fait nommer professeur à Heidelberg et donc sa pratique clinique s'amoindrit et puis finalement s'élimine. Les premières publications qui l'ont rendu célèbre étaient sur l'origine du problème psychiatrique de la paranoïa. Et c'était dans ce contexte-là qu'il avait écrit un article qui était publié en 1910, qui recevra beaucoup d'attention, où il utilise des études de cas, où il se penche beaucoup sur les informations biographiques de ses patients. Et il développe une méthode qui se nomme, une méthode qu'il appelle lui-même biographique. Alors, et souvent, quand
quand je suis dans ce texte, j'ai l'impression qu'il est en train d'utiliser cette même méthode biographique sur Nietzsche. Alors, il y avait des aspects particuliers de la pensée psychologique de Jaspers qui étaient importants. Et le premier, c'est que, en fait, dans son développement et en contraste avec Freud, ce qui l'intéressait, ce n'était pas le contenu tellement, par exemple, des illusions, mais le fait d'avoir des illusions. Donc, il s'intéressait, il a fait des études sur on delusion, que je crois en français, on dit illusion pour delusions, Wahnsinn, delusions. Et une des choses qui était le plus important pour lui, c'était cette idée que ce qui importe dans l'étude des gens qui ont des illusions, c'est la forme plus que le contenu. C'est que quelqu'un qui expérience des illusions, ce qui nous intéresse comme psychopathologue, c'est pas le contenu de ce qu'ils pensent, mais le fait qu'ils les ont. All right? Alors, I'm getting a bit ahead of myself because, okay, il y a d'autres aspects de sa biographie qui sont importantes aussi, mais là je rentre un peu dans cet aspect, dans cet aspect de l'importance de ces études psychiatriques, parce que je dirais que c'est une hypothèse, mais je dirais que c'est possible que son interprétation de Nietzsche soit un peu influencée par cette notion que ce qui est important n'est pas le contenu, mais la forme. Parce qu'on dirait presque, en lisant ce texte, que ce qui importe n'est pas la vérité de ce qui est dit, autant que d'avoir, que d'être que la forme de croyance en vérité, si vous voyez la distinction. En d'autres mots, si on pense à cette approche, qui est une approche qui nous mène à philosopher comme forme d'existence, c'est presque comme si ce qui est important, c'est pas si dans les contradictions qu'on trouve dans Nietzsche, ce qui est important, c'est de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans les contradictions. C'est plutôt, j'ai l'impression en lisant ce livre, que ce qui est plus important que cette décision sur le contenu de la vérité, c'est le fait d'être pris par ces vérités et de réagir par cette lutte intellectuelle
d'essayer de comprendre, de se retrouver à une limite et ensuite de passer à quelque chose comme une philosophie, une manière d'exister existentialiste. Et donc, je vois un parallèle, peut-être pas parfait, mais quand même parallèle entre la notion de forme versus contenu. On pourrait dire de la même manière, en ce qui concerne la vérité, qu'il est plus important d'étudier le phénomène d'avoir une croyance dans le vrai que de savoir si le contenu de ce vrai est vérifiable. Donc, ce serait un mouvement important qui s'éloignerait de la mission, de la problématique un peu kantienne, n'est-ce pas? Il serait important de savoir si on est face à quelqu'un qui croit en la vérité, qui croit être dans la vérité, plus que de s'attarder sur le contenu de ce qu'ils croient. Et c'est intéressant aussi parce que vraiment ça a beaucoup inspiré Foucault, et je vois un parallèle avec le Foucault plus tardif de la parésia, du dire vrai, et de l'histoire du dire vrai, n'est-ce pas? Quand on regarde Mal faire dire vrai, ses cours à Louvain en 1981, ou bien si on l'écoute à Dartmouth ou dans les années 80-81, quand il commence à se pencher sur ces questions de dire vrai qui sont au cœur de ses cours à Louvain, Mal faire dire vrai, il le dit lui-même. Il dit, écoutez, avec la vérité, on peut faire deux choses. Ou bien on peut se focaliser sur les critères qui nous aident à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc, la critique kantienne, où on est en train de déterminer comment on va savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Il dit, c'est pas ce que je fais. Okay? C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du dire vrai, l'histoire des croyances dans la vérité. Et c'est ce qu'il fait dans son travail, par exemple, sur l'histoire de la sexualité, c'est d'essayer de comprendre comment les gens, à travers ces différentes périodes, que ce soit la Grèce antique ou les pères de l'Église, quelle était leur vérité de la sexualité, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une question de dire oui, c'est vrai ou c'est faux, mais d'essayer de comprendre les changements de manière de comprendre la vérité. C'est pour ça, bien sûr, tout son propos que la notion de sexualité elle-même, qui est aujourd'hui courante, est née au 19e siècle, disons, right? Qu'il n'y avait pas cette notion de sexualité dans l'Antiquité grecque, qu'il y avait toute une manière différente de penser, c'était les aphrodisias, etc., ou bien la chair, les confessions de la chair, confession, chair, etc., dans les premiers siècles après du Common Era, mais que tout change avec la création des sciences de la sexualité au 19e siècle, et que ce concept, cette manière, cette vérité qu'on a sur la sexualité aujourd'hui n'existait pas avant. Voilà. Et ce qui l'intéresse, c'est de tracer ces histoires. Ce qui ne l'intéresse pas, c'est de dire c'est vrai ou c'est faux. Right? Et donc, ce n'est pas le contenu, c'est la forme. Mais pour Jaspers, j'ai cette impression aussi en lisant ça,
en lisant son livre, ce n'est pas le contenu, mais la forme de l'expérience philosophique qui nous donne finalement ce mouvement vers ce qu'il appelle la transcendance. Okay. Mais si c'est vrai, on pourrait donc retrouver cette méthode biographique, on pourrait utiliser la méthode biographique sur Jaspers pour comprendre la manière dont il interprète Nietzsche. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont importants pour le lire. Comme vous savez, donc il migre vers la philosophie au début des années 30. C'est à peu près quand il a 40 ans que Jaspers commence à être philosophe plutôt que psychologue ou psychiatre. Il publie un livre en 1931 qui s'appelle « La situation spirituelle de notre temps », un livre qui était politiquement assez conservateur, très anticommuniste. Il appelle à la guerre contre l'État soviétique, mais en même temps qu'il écrit d'autres commentaires. Et il était à l'époque un peu critique de la République Weimar, qu'il regrettera plus tard d'avoir écrit quelques passages qui étaient critiques de la République Weimar. Mais c'est à cette époque, en 1933, qu'il commence à craindre qu'il va être persécuté par les nazis. Sa femme était juive. Et bien sûr, un de ses grands maîtres était Max Weber. Et dans sa conception de la spiritualité, elle se fondait beaucoup sur les penseurs, les prophètes juifs. Donc, il se sentait un peu vulnérable. Il l'était vulnérable. Il a été déchu de sa chaire à Heidelberg en 1937 et en 1938, il y aura une imposition d'une interdiction de publier. Donc, à partir de 1937-1938, il ne peut plus publier. Il est mis à la retraite jusqu'en 1945, où il est déterminé d'avoir été complètement non accomplice du régime nazi, et il est mis comme recteur en fait de Heidelberg par l'armée occupante américaine, et finalement il reprend ses fonctions, il redevient professeur de philosophie, mais éventuellement il est désillusionné par le fait qu'il y a beaucoup d'anciens profs nazis qui reviennent en fonction, et il démissionne de Heidelberg, il va à Bâle. C'est en quelle année? Je ne me rappelle pas, mais c'est en... il quitte l'Allemagne rapidement en 1948, en fait, pour rejoindre l'université de Bâle en Suisse. Il renonce à sa nationalité allemande. Et puis, il recevra la nationalité suisse en 1967. Et puis, il est décédé en 1969. Donc, cette biographie est importante pour comprendre ces interprétations de Nietzsche, je pense. Alors, première hypothèse, c'est qu'en fait, il essayait de faire, il favorise la forme au contenu. Je trouve qu'on retrouve ça dans les interprétations de Jaspers. Par exemple, Blanchot, qui dit à propos de Jaspers, il écrit, Blanchot, « Cette limite extrême n'est pas seulement le terme de la compréhension, le moment où celle-ci se ferme, elle est aussi celui où elle s'ouvre.
à partir duquel elle s'éclaire elle-même sur un fond d'obscurité qu'elle a mis en lumière. Enfin, toute cette, c'est un rapprochement, bien sûr, de cette notion que ce qui compte, c'est pas tellement la compréhension, mais la fermeture de la compréhension qui nous pousse vers un mouvement, vers la lumière, vers la transcendance. Kaufmann aussi a une lecture, je pense, de Jaspers qui est sympathique avec cette interprétation. Kaufmann écrit que tout contenu n'est qu'un moyen de transcender tous les contenus. Aucune déclaration n'a été comprise tant qu'elle n'a pas été considérée comme une invitation à être insatisfait de toutes les déclarations. Donc c'est cette notion que c'est pas les contenus, mais plutôt de dépasser le contenu. Bon, une deuxième hypothèse, ce serait que la notion de croyance, de transcendance, de foi, des limites du savoir, de la vérité qu'on retrouve chez Jaspers, que là aussi on retrouve très clairement des aspects biographiques d'une proposition ou d'une interprétation spirituelle en ce qui concerne le monde moderne, la science et l'empiricisme. Là aussi, la notion de transcendance est très importante pour Jaspers biographiquement. On l'entend, par exemple, quand il explique son propre trajectoire depuis la psychiatrie à la philosophie, donc, qui représentait pour lui un mouvement de transcendance dans sa propre biographie. Bon, une troisième hypothèse, ce serait que pour Karl Jaspers, la philosophie est une méditation par laquelle lui-même, Jaspers, atteint une certaine forme d'existence je pense que c'est possible qu'il se tourne à Nietzsche tard dans sa vie et tard philosophiquement, en fait, qu'il se tourne vers Nietzsche à cause de la critique de Nietzsche de la vérité et donc qui montre la nécessité de la foi ou de la spiritualité ou de la transcendance. On peut retrouver ça dans des choses qu'il a dit, particulièrement sur son propre trajet intellectuel. Bon. Alors, voyons. Je suis à peu près à la moitié sur Jaspers. Ça me dérange. Excusez-moi. Bon. Bon. Eh bien, tant pis. Il va falloir conclure. Une chose qui aurait été intéressant de faire, que je voulais faire, c'était de revenir sur quelques passages interprétés spécifiquement par Heidegger pour lire les mêmes interprétations de Jaspers. Et donc, une chose qu'on pourrait faire, par exemple, enfin, je n'ai pas le temps de le faire, mais ce que j'aurais voulu faire, c'est Jaspers aborde le devenir, la question du devenir, et toute cette question dont on avait parlé dans le contexte de Heidegger, à la page 350 de son texte. Et c'est intéressant de voir la manière très différente dont il traite ces passages. Il n'essaye pas de les mettre dans le contexte de l'être et de l'étang de l'être, mais il retrouve en fait dans le devenir l'essence de ce mouvement
qu'il essaye de retrouver dans la pensée de Nietzsche, de ce mouvement vers un philosophé existentialiste. Un autre passage que j'aurais bien voulu développer, on le fera peut-être avec Foucault, parce que Foucault aussi utilise ce passage beaucoup dans ses jeunes textes. C'est le passage dans Par-delà bien et mal, où Nietzsche dit que où il dit que excusez-moi, ce passage fameux où il dit que j'arrive pas à trouver pour une raison que j'arrive pas à comprendre. Je crois que c'est 39, par-delà bien et mal, que périr pourrait bien être l'essence de la connaissance absolue. Périr par la connaissance absolue pourrait être l'essence de l'être. Comme ça. C'est très utilisé et développé par Foucault aussi, et on retrouve aussi des passages sur Nietzsche. Peut-être que je ferai ça donc quand on sera plus tard sur Foucault, parce que c'est intéressant de voir la manière différente dont il traite des passages très similaires. Bon, mais je vais conclure plutôt. Donc, quelle est donc cette ombre de Nietzsche que Jaspers nous montre? Quelle est donc cette ombre de Nietzsche? Je dirais que elle se trouve dans un petit passage à la page 411 où on retrouve l'ombre en fait, et où il écrit à la page 411, il est en train de parler des masques de vérité, des masques qui cachent l'importance de se masquer pour Nietzsche. Parce qu'en se masquant, on se protège. On se protège des fois de la vérité. On utilise des fois des mensonges. Et pour Nietzsche, il est partisan du masque, il nous dit. Du masque, et bien sûr, il y a toutes ces contradictions associées au masque, mais il écrit, Jaspers, à la page 411, « La nécessité du masque jette son ombre sur l'œuvre. Celle-ci ne peut jamais exprimer la vérité elle-même, l'œuvre. L'impropriété de toute détermination entraîne l'ambiguïté de ce qui est authentique. L'incommunicabilité entraîne la solitude apparaissant dans le masque. » Et il finit ce paragraphe avec une citation de Nietzsche où il dit « Toute philosophie cache aussi une philosophie. » Et je crois que donc c'est ça l'ombre de Jaspers. L'ombre, en fait, c'est le masque qui est utile pour ne pas tout dire, pour protéger, pour permettre des mensonges et des contradictions. Fait contraire, il nous dit, mais ce masque ou cette ombre est clé parce qu'elle cache aussi une autre manière de faire de la philosophie. Et c'est cette autre manière de faire la philosophie, de philosopher, que Jaspers trouve dans la vie et le mode d'existence
de Nietzsche. Alors, c'est là que je terminerai, mais je voulais juste revenir à un dernier point. C'est que, juste pour dire, honnêtement, je ne suis pas satisfait par cette lecture de Nietzsche ou de cet effort, parce qu'il me semble que trop souvent, on finit par être satisfait que nos luttes finissent par être des modes de vie ou des modes de philosophie. On finit par être satisfait qu'on a passé une vie à se lutter philosophiquement, mais en fait, ce qui compte, c'est pas de philosopher ou de philosopher d'une manière existentielle, mais c'est les luttes, c'est de réussir à nos luttes et de transformer le monde pour qu'il n'y ait pas de fascisme, par exemple. Donc, c'est pas assez de se contenter d'avoir passé une vie à essayer de lutter, de comprendre comme forme simplement. Je dirais que le contenu est très important. Le contenu et la manière dont ça transforme la réalité est plus importante. En d'autres mots, enfin, en fin de compte, c'est la praxis qui est la chose la plus importante et pas simplement le mode de vie. Donc, pour conclure, je crois que Heidegger est important parce qu'il nous aide à voir les manières dont certains éléments de Nietzsche peuvent miner, undermine certaines tendances qu'on pourrait donner à la lecture de Nietzsche. Je pense que la lecture de Jaspers est importante parce qu'elle souligne, enfin, pour moi, finalement, l'importance de la praxis, dans le sens que je ne veux pas philosopher pour me sentir bien, mais philosopher pour arriver à transformer le monde. Bon, ok, allez. Merci. I hope that made sense. Bon.